64 minutes, deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Place à notre débat du 64 minutes. Avec cette question ce soir, 10 ans, jour pour jour, après le Brexit, quel bilan tirer de cette sortie de l'UE pour le Royaume-Uni et ses habitants? Le quotidien est-il plus rose ou plus gris en dehors de l'Union européenne? Les promesses, les échecs, les réussites. On a un débat donc avec mes invités. Tout d'abord Aurélien Antoine, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public, auteur de Royaume-Uni, une société libérale en péril. C'est publié chez Odile Jacob. Également avec nous en plateau Jérémy Stubbs, journaliste, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Vous avez également fait partie du Parti conservateur en France, dont vous avez été le président. Jérémy Stubbs, merci en tout cas à tous les deux pour votre présence dans 64 débats. Vous l'avez compris, on va essayer de faire le bilan de ces 10 ans du Brexit. Je commence avec vous, Aurélien Antoine. Le Brexit, 10 ans après donc, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des jours les plus sombres pour certains au Royaume-Uni? Une bonne chose face à la bureaucratie européenne pour d'autres. Vous vous situez dans quel camp de votre côté? Alors, je ne sais pas si j'ai adopté un camp en tant que chercheur. En tout cas, les chiffres objectifs et les données objectives montrent que c'est un échec et que les promesses, souvent mensongères, des Brexiters, eh bien, n'ont pas été remplies sur beaucoup de sujets que vous avez évoqués dans votre reportage tout à l'heure. Mais il est difficile de trouver un point positif à ce Brexit qui avait des racines et des éléments compréhensibles, mais qui n'a pas abouti à quelque chose de favorable pour le Royaume-Uni. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que vous dites effectivement dans votre livre, Aurélien Antoine. On va revenir effectivement sur différents points juste après. Jérémy Stubbs, de votre côté, vous avez milité pour le Brexit à l'époque. Quel sentiment, 10 ans après? Désolé, justement, vous n'étiez pas voté contre le Brexit. Vous étiez contre le Brexit. Oui, et vous, quel était votre sentiment aujourd'hui, donc 10 ans après? Je pense qu'il est très facile de dire « Ah, c'est un échec » parce que ce qui a été promis n'est pas arrivé. Ce n'est pas le désastre prévu. Et je pense que beaucoup des éléments très négatifs de notre situation, on les aurait subis quand même sans le Brexit. Mais le vrai problème du Brexit, c'est le temps et l'énergie que nous avons perdus. Nous tous, des deux côtés de la Manche, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont perdu un temps précieux à un moment décisif et on en paye le prix aujourd'hui. C'est-à-dire que vous parlez d'un temps précieux perdu. Sur quel domaine, dans quel domaine vous avez perdu ce temps? Je parle surtout, mais de toute façon, tout est relié aujourd'hui, mais à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan économique. Il y a un paradoxe, les penseurs du Brexit qui croyaient que c'était une révolte contre le globalisme, disons, après l'année 2000, c'était une révolte contre ce globalisme et leur vision était encore trop tributaire de cette vision. Ils croyaient qu'avec un peu plus de protectionnisme, un peu plus de libéralisme, on va faire les accords commerciaux partout à l'appel. Mais le monde était déjà en train de changer. L'agressivité de la Russie, la pression industrielle et économique de la Chine, et puis un changement d'attitude qui se dessinait déjà chez les Américains, tout ça indiquait que ce monde qu'ils voyaient n'existait pas. Aurélien Antoine, en tout cas, on a l'impression, par rapport aux études d'opinion, que ce Brexit a laissé des fractures indélébiles dans le pays. On se rend compte que ça reste un sujet sensible au Royaume-Uni. Ça reste un sujet sensible et les enquêtes d'opinion montrent que les Britanniques regrettent ce choix. Si on leur pose la question, c'est pas non plus un sujet qui est en tête de leurs préoccupations selon les enquêtes d'opinion. Ce qui est très clair, c'est que le pouvoir d'achat, la question environnementale chez les jeunes, la question migratoire, mais c'est un sujet complexe, la sécurité, le logement, les services publics comme le NHS sont en tête des préoccupations. Le Brexit est un peu plus en recul. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a des fractures aussi politiques inquiétantes que le Brexit a accéléré. Et je continue de dire quand même qu'en 2016, les promesses fausses et mensongères étaient déjà annoncées d'un côté comme de l'autre. Le Project Fear n'était pas forcément très honnête non plus. Et ça approfondit la défiance des électrices et des électeurs à l'égard de leur classe politique, parce que ça a été une campagne quand même à l'époque de très mauvais niveau. Mais Jérémy Stubbs, justement à l'époque, les électeurs se sont portés beaucoup sur le oui à sortir de l'Union européenne pour justement aller sur certains sujets importants, l'immigration, avoir plus de protectionnisme économique.
Ce sont deux des sujets principaux de l'époque. Est-ce que, par exemple, sur ces deux sujets-là, on peut dire que, 10 ans après, le Brexit a été un échec ? Mais en fait, le problème là, c'est qu'on a mis les bœufs, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y avait le problème du marché de l'emploi et le problème de l'immigration, qui sont des problèmes liés. Et soi-disant, le Brexit allait pouvoir les résoudre comme ça. Mais en fait, il fallait résoudre ces problèmes et ensuite faire un Brexit si on voulait le faire. On ne l'a pas fait dans l'ordre, c'est ça que vous voulez dire ? On ne l'a pas fait dans l'ordre, si on devait faire le Brexit à un moment ou à un autre, mais surtout le Brexit ne pouvait pas résoudre ces deux problèmes-là qui étaient structurels au Royaume-Uni et pas du tout le fait de l'Union européenne. De votre côté, Aurélien Antoine, est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que cela a permis au Royaume-Uni de reprendre certains secteurs en main ? On parle notamment au niveau du commerce, des échanges internationaux. Ils ont pu reprendre certains dossiers à leur compte. Vous ne trouvez pas beaucoup de points positifs à ce Brexit au final ? Lorsque l'on regarde les accords de libre-échange qui ont été conclus par le Royaume-Uni, bien souvent après le Brexit, c'est une réplique de ce que l'Union européenne avait conclu pour eux lorsque les Britanniques étaient membres de l'Union européenne. Il y a, avec la zone Indo-Pacifique, dans le cadre du projet de Boris Johnson de Global Britain, qui, excusez-moi pour reprendre cette expression chiracienne, a fait pchit. Aujourd'hui, on n'en parle plus, de s'orienter vers des accords de libre-échange vers l'Indo-Pacifique. Il y en a quelques-uns avec le Japon, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, mais selon les études des économistes, la part dans le PIB britannique est très faible, à hauteur de 0,6% pour chacun de ces accords. C'est effectivement très peu. Peut-être le seul point qu'on peut évoquer, c'est la négociation entre Donald Trump et Keir Starmer sur des droits de douane qui finalement ont été plus favorables aux Britanniques que pour les États membres de l'Union européenne. C'est peut-être le seul point que je vois. Légèrement plus favorable. Légèrement plus favorable. Oui. Et Jérémy Stubbs, sur le plan de la politique intérieure, est-ce que ce Brexit a eu des conséquences ? On dit souvent que ça a profondément transformé le paysage politique au Royaume-Uni, notamment il a fragilisé les conservateurs. Il a relancé les débats sur l'indépendance de l'Écosse, par exemple. On voit même à l'intérieur du pays, il y a donc eu des conséquences. Oui, en même temps, à mon avis, il a donné une sorte de coloration particulière à des événements qui se préparaient quand même. Et aujourd'hui, comme l'a dit Aurélien, on ne parle pas tellement du Brexit en tant que tel, sauf que ça revient un petit peu dans la mesure où Nigel Farage, par exemple, le chef de réforme, défend encore, mais rétrospectivement. Mais comme on vient de l'entendre, ce qui compte, par exemple, pour lui, c'est une question comme l'immigration ou la défense ou l'ordre public. C'est ça, il reprend les thèmes d'il y a 10 ans où il a évolué. C'est très différent aujourd'hui. Même l'immigration, c'est un autre débat, parce que l'immigration aujourd'hui, c'est surtout fondé sur l'immigration clandestine. Mais donc ce Brexit, est-ce qu'il a renforcé l'extrême droite dans le pays, selon vous ? Non, pas nécessairement. Je pense que même Farage, on persiste à dire qu'il est d'extrême droite en France, mais au Royaume-Uni, il s'est, comme on dit en français, il s'est dédiabolisé. Il se rapproche du centre. Il a même des gens qui le contournent à sa propre droite maintenant. Notamment, on l'a vu à Makerfield, l'élection partielle la semaine dernière. Il y a Restore UK. Par un ancien membre de son parti qui est une sorte d'opération de vengeance contre lui. En tout cas, ce Brexit, il a aussi eu des conséquences pour les ressortissants britanniques qui vivent à l'étranger. On va regarder un exemple avec cette famille qui est installée en France. Vous allez le voir, le Brexit a un petit peu semé la zizanie au niveau administratif. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est un sujet signé Mévalo. C'est l'heure du thé chez les Bailey. Installés depuis 20 ans en France, ces Britanniques n'ont jamais renoncé à cette tradition so British, ni à l'Europe, malgré le Brexit et ses conséquences. Julie et son mari Joël fêtaient leur anniversaire de mariage, le jour du fameux référendum, le 23 juin 2016. Nous étions sortis dîner avec des amis et comme nous partagions les mêmes idées, nous nous disions « Non, c'est impossible, c'est impossible. Passons une bonne soirée et oublions ça. » À 5 heures du matin, je l'ai réveillé et je lui ai dit « On est sortis. » Et voilà.
Les Bailey ont élu domicile en Dordogne, dans le sud-ouest de la France, une région très prisée de leurs compatriotes expatriés, bien avant le divorce d'avec Bruxelles. Arrivé avant 2021, directeur d'une école dispensant le programme scolaire anglais, le couple et ses 2 plus jeunes enfants ont droit à un statut particulier, un visa de 10 ans, renouvelable. C'était déjà un soulagement de l'obtenir car nous étions dans l'incertitude. Mais on ne sait jamais lors du renouvellement que se passera-t-il si les critères changent et que la demande est refusée. Tous les membres de la famille ne sont pas logés à la même enseigne. Florence, la Benjamine, est née en France et possède la double nationalité. J'ai la chance de pouvoir travailler et vivre partout en Europe sans me soucier de rien. Ce n'est pas le cas de Lytton, son frère, aujourd'hui étudiant à Brighton, qui a seulement 3 ans de plus qu'elle. Quand on a envie de bouger, d'aller ailleurs, il faut se rappeler qu'on n'est plus européen. Je ne peux plus faire ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Le jeune musicien compte demander la nationalité française pour retrouver les droits d'un citoyen européen. L'aîné de la famille, Jacques, qui vit à Londres, aimerait rejoindre sa famille, mais les démarches s'avèrent compliquées. Aurélien, Antoine, il est intéressant cet exemple parce que là on est vraiment dans le concret des conséquences du Brexit qui ont semé la zizanie, on l'a vu au sein de cette famille. Oui, alors l'accord de retrait était censé régler les situations des citoyens installés en France ou dans un État membre, les citoyens britanniques installés dans un État membre et inversement pour les citoyens des États membres au Royaume-Uni, mais comme ça a été très bien rappelé, les titres de séjour, les visas sont pour une certaine durée. On n'est pas à l'abri de changements de politique, surtout avec les changements politiques réguliers qu'on a aussi bien du côté de la Manche que de notre propre côté. Et c'est intéressant aussi de voir que pour des jeunes comme ce musicien, il faut savoir que le secteur culturel a été le plus touché par le Brexit. Et à titre personnel, en tant qu'universitaire, les allers-retours à Londres et en Angleterre en général sont plus compliqués. C'est une charge supplémentaire et très concrètement, on l'a vu le lendemain, ne serait-ce que pour acheter des ouvrages universitaires au Royaume-Uni, c'est beaucoup moins pratique qu'avant et d'une certaine manière, ça pose un peu des problèmes culturels et éducatifs majeurs pour la jeunesse, comme le rappelait d'ailleurs votre reporter tout à l'heure. Jérémy Stubbs, est-ce que le débat d'un retour en arrière, il est sur la table aujourd'hui au Royaume-Uni? Est-ce que les politiques s'emparent de l'idée de se dire on va refaire un référendum pour éventuellement demander à revenir au sein de l'Union européenne? En fait, le débat ne se situe pas au niveau d'un retour, entre guillemets. C'est-à-dire, on va faire exactement ce qu'on a fait en 2016-19, mais à l'inverse. Les gens se disent d'abord, quel avenir avec l'Europe? Et la plupart des gens, quand même, sont d'accord pour dire qu'il faut que les relations soient proches. Mais je pense que de chaque côté de la Manche, on veut d'abord quelques preuves de bonne volonté. On a ces preuves. Le Royaume-Uni vient de revenir dans Erasmus, par exemple. Ça, c'est une très bonne chose, c'est symbolique. On sait que grâce à M. Trump, qui nous rapproche parce qu'on a besoin de se défendre ensemble, il ne va plus nous protéger. Donc ça nous pousse tous les deux dans la même direction. Ça, en fait, c'est assez bien, ça, c'est assez bien. Donc tout le monde voit ces choses très concrètes, très immédiates, mais l'idée juste de retourner en arrière, comme le héros de cette science-fiction, Doctor Who, en Angleterre, de retourner en arrière à travers la porte de 2016, ce n'est plus sur la table. Et justement, messieurs, que dit-on à Bruxelles d'un éventuel comeback, d'un retour des Britanniques dans l'Union européenne? Eh bien, on va le demander à notre correspondant Paul Germain. Paul, est-ce que l'on parle de cela au sein des institutions européennes ou pas? Eh bien Nicolas, c'est vrai qu'il y a une petite musique que l'on entend à Bruxelles qui devient même une ritournelle sur un éventuel retour des Britanniques dans l'Union. Mais vous savez, l'Europe se dit quand même que ce n'est pas évident de revivre avec un ex, d'autant que lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union, elle faisait déjà chambre à part. La Grande-Bretagne bénéficiait en effet de beaucoup de mesures exceptionnelles, de faveurs par exemple. Elle contribuait au budget de l'Union, mais elle bénéficiait d'un
d'importants rabais, un rabais qui avait été négocié du temps de Margaret Thatcher. Et si les Britanniques revenaient, ils ne retrouveraient plus de tels avantages. Selon les nouvelles règles européennes, ils devraient même abandonner leur monnaie, la livre, au profit de l'euro. Cela vaut désormais pour tous les pays qui veulent entrer dans l'Union. Et puis, il faut dire que les 27 se sont habitués à vivre sans les Britanniques qui mettaient quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Les dirigeants européens reconnaissent que tout est beaucoup plus facile depuis que les Britanniques ne sont plus là. Bien sûr, ces dernières années, Viktor Orban a souvent bloqué beaucoup de décisions, mais les Britanniques faisaient de même et les Européens n'ont pas envie de revivre cette expérience, surtout si un eurosceptique du style de Nigel Farage revenait au pouvoir à Londres. Bref, les dirigeants européens ne croient pas à une nouvelle idylle avec les Britanniques, mais ils se disent qu'ils peuvent rester bons amis. Et c'est d'autant plus important par les temps qui courent avec un Donald Trump qui ne fait pas de cadeaux ni à l'Union européenne ni aux Britanniques. Pour les explications de Paul Germain depuis Bruxelles. C'est intéressant, Aurélien Antoine, ce que disait Paul Germain, puisque finalement on se rend compte que le divorce semble s'installer dans la durée. Quel lien le Royaume-Uni et l'UE peuvent-ils tisser aujourd'hui en fait ? Si vous voulez, je vais me permettre une métaphore freudienne. Pour les Britanniques, le Brexit est un refoulement et pour l'Union européenne, c'est un fantasme. Les Britanniques ne reviendront pas dans l'immédiat et à moyen ou court terme dans l'Union européenne et il faut être clair, ce serait très compliqué, ça a été très bien expliqué par votre journaliste. Il faut savoir que même avant cela, on parlait de l'Écosse tout à l'heure, quand elle a voulu être indépendante, un référendum en 2014, l'un des arguments de ceux qui voulaient maintenir l'Écosse dans le Royaume-Uni était de dire oui mais bon vous avez promis une adhésion à l'Union européenne immédiate derrière. Non, c'est compliqué d'adhérer à l'Union européenne, une réadhésion est compliquée et il est vrai que le statut particulier du Royaume-Uni lorsqu'il était État membre, tout à reconstruire paraît quand même assez vraisemblable. Alors je mettrai juste un petit bémol quand même parce qu'il a été dit depuis Bruxelles. Les Britanniques ont fait beaucoup aussi pour l'Union européenne et ce que l'on peut regretter, c'est que l'Union européenne ne fasse du Brexit surtout qu'un problème britannique. C'est aussi un échec pour l'Union européenne. Perdre un État membre dans un processus intégrateur qui excluait cette sortie à l'origine n'est pas une réussite non plus. Vous êtes d'accord, Jérémy Stubbs, avec Aurélien Antoine, c'est une faute de la part de l'Union européenne. D'ailleurs, quelles ont été les conséquences du Brexit pour l'Union européenne ? Je pense qu'il y avait deux visions au moment du Brexit. Il y avait ceux en Europe qui disaient « Ah, mais tout le monde va partir après ». Ça ne s'est pas du tout réalisé. Du tout comme ça. Et d'autres qui disaient « Ah, on va pouvoir enfin faire l'Europe ». Et ça non plus, pas tellement. Parce que les événements comme le Covid, comme la guerre, comme Trump... ça a créé des remous qui sèment un peu la zizanie. Donc, aujourd'hui, je dirais que la Commission, par exemple, c'est comme un 28e membre. Les États membres ont repris un peu, non pas le pouvoir, mais au moins l'initiative. C'est eux qui dialoguent avec Trump. Ursula von der Leyen est là, dans les parages, mais c'est comme un autre chef d'État dans la foule. En même temps, je vois que maintenant, Giorgia Meloni veut faire son numéro à la Margaret Thatcher en demandant un rabais. Si ça se passe, les Britanniques ne vont pas pouvoir en revenir en disant « nous, on veut le rabais aussi ». Donc, un autre échec, mais bon, un échec des deux côtés, c'est qu'on a un intérêt commun en défense et on n'a pas pu arriver, l'Union européenne et le Royaume-Uni, à conclure un vrai pacte sur, du moins, l'investissement dans l'industrie de la défense. Cet échec-là, un peu des deux côtés, ça c'est un vrai bémol dans ce rapprochement qui s'engage. Et c'est un peu urgent parce qu'on a Poutine à notre est. Aurélien Antoine, sur ce constat, effectivement, de l'urgence par rapport aux risques internationaux, vous partagez ce que dit Jérémy Stubbs ? Oui, absolument. La difficulté pour le Royaume-Uni, c'est aussi une difficulté budgétaire, car Starmer n'a pas pu aller aussi loin qu'il le voulait parce que la situation des finances britanniques est assez mauvaise, comme ailleurs en Europe. Et les grands experts de défense le soulignent, il n'y a pas que le Royaume-Uni. Il y a un effort budgétaire à produire, mais qui
permet éventuellement d'être compétitif, je veux dire, sur la défense dans les années 2030-2035. Donc oui, on a besoin du Royaume-Uni là-dessus, c'est indispensable, notamment dans un partenariat avec la France. Merci beaucoup pour ce débat passionnant, messieurs. Aurélia, Antoine, je rappelle le nom de votre livre, Le Royaume-Uni, une société libérale en péril, publié chez Odile Jacob. Et merci à vous, Jérémy Stubbs, d'être venu sur le plateau de 64 débats. Merci à tous les deux.